Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu inattendu à l'issue d'une journée de combat intense dans le sud Liban. Antonio Costa défend sa décision d'ouvrir des canaux diplomatiques avec Moscou. Selon lui, ces échanges devaient préparer le terrain des négociations de paix. 2 navires civils étrangers ont été frappés jeudi soir en mer Noire par des drones russes, annoncent les autorités ukrainiennes. Fournir de l'électricité dans des sites historiques sans impact visuel, c'est désormais possible avec les panneaux solaires invisibles. Plusieurs villes européennes les testent. Israël et le Hezbollah acceptent un cessez-le-feu, un accord surprise durant la journée de violents combats touchaient le sud du Liban, une menace pour l'accord de paix plus large signé entre les États-Unis et l'Iran. La trêve, obtenue par la médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Iran, entre en œuvre après que d'intenses affrontements ont forcé l'annulation de discussions diplomatiques de haut niveau entre Téhéran et Washington, prévues en Suisse. L'escalade a atteint son paroxysme vendredi. Un bombardement israélien a frappé plus de 80 cibles. Au moins 47 personnes ont été tuées et 97 blessées à travers le Liban, selon le ministère de la Santé. 4 soldats israéliens sont morts suite à des tirs de roquettes du Hezbollah. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, le radical Itamar Ben-Gvir, réclame des représailles militaires extrêmes. Bien que le cessez-le-feu soit entré en vigueur, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que les forces israéliennes resteraient positionnées dans la zone de sécurité occupée aussi longtemps que nécessaire. Le porte-parole de l'armée, le général de brigade Efi Defrin, confirme que les troupes continuaient d'opérer au sein d'une zone de défense avancée. Les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour un sommet de 2 jours consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux tensions commerciales avec la Chine et au prochain budget à long terme de l'Union. Ce sommet fait suite à la réunion du G7 organisée à Évian qui a réussi à convaincre Donald Trump de signer une déclaration commune s'engageant à renforcer le soutien militaire à Kiev ainsi que les mesures de rétorsion contre la Russie. Ursula von der Leyen a déclaré qu'il fallait continuer de faire pression sur Moscou avec notamment un nouveau train de sanctions que prépare le bloc. Russia, on the other hand, the economy is suffering. The fact that Russia has shut down the internet, closed Telegram, for example, speaks for itself because Russia is again rising an iron curtain, but now it's a digital iron curtain on their people. Volodymyr Zelensky, présent à la réunion, a déclaré qu'il comptait remettre sur la table la question de l'adhésion de son pays à l'UE. Il a réaffirmé la volonté de Kiev d'accélérer le processus malgré les inquiétudes de plusieurs États membres. Les dirigeants de l'UE se pencheront également sur la question de la Chine. Bruxelles a conclu que les échanges commerciaux avec Pékin sont actuellement insoutenables et qu'il faut faire évoluer cette relation pour éviter une confrontation ouverte. L'an dernier, pour la première fois, les 27 États membres sans exception ont enregistré un déficit commercial avec Pékin. We definitely need more European coordination in our engagement with China to protect the European economy and to boost our competitiveness. So I'm very much open for these discussions. Vendredi, les dirigeants aborderont un autre sujet qui s'annonce explosif, le budget de l'UE pour les 7 prochaines années, que la Commission a fixé à un montant record de 2 000 milliards d'euros. Le cabinet du président du Conseil européen, Antonio Costa, a eu de brefs contacts diplomatiques avec un proche collaborateur du dirigeant russe Vladimir Poutine pour ouvrir des canaux de communication. C'est ce qu'a révélé cette semaine un responsable européen, alors que l'Union européenne s'interroge sur d'éventuelles discussions directes avec Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une décision que le principal intéressé a défendue ce vendredi. Selon lui, ces contacts devaient déterminer si les conditions étaient réunies pour la tenue de négociations de paix. Après plusieurs échanges, l'équipe du président du Conseil européen a finalement conclu que cette possibilité n'était pas viable à l'heure actuelle. Aucune explication claire n'a été fournie sur les motivations de la démarche d'Antonio Costa, qui a jusqu'à présent fait de l'unité européenne un thème central de sa présidence. Cette initiative s'est imposée dans les discussions du sommet européen qui s'est tenu cette semaine à Bruxelles. Jusqu'ici, l'Union européenne avait toujours adopté une position intransigeante contre toute négociation ou communication avec Moscou. Et au sein des 27, les avis sont mitigés. Certains considèrent que la décision d'Antonio Costa va dans le sens des intérêts de l'Union européenne, tandis que d'autres, comme la Pologne et les pays baltes, ont condamné cette initiative, estimant que ce n'était pas le bon moment pour nouer des relations avec la Russie.
Ils lui ont également reproché d'avoir pris cette décision sans concertation préalable. Des drones russes ont frappé jeudi soir 2 navires civils en mer Noire, tuant au moins une personne et en blessant 5 autres, annoncent les autorités ukrainiennes. Les navires touchés battent pavillon de Saint Kitts et Nevis et du Panama. Ces frappes sont survenues lors d'attaques russes d'ampleur pendant la nuit de jeudi à vendredi. Une frappe a notamment provoqué un incendie mortel sur un parking d'Odessa. D'autres attaques menées par des drones et des bombes guidées dans les régions du sud et de l'est ont fait plusieurs blessés parmi la population civile, touchant un minibus à Kherson et causant des dommages sur 40 habitations à Kharkiv. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les défenses locales avaient réussi à abattre 79 des 90 drones ennemis. C'est dans ce contexte que le président ukrainien a appelé les pays européens à accélérer la confiscation des avoirs russes et à augmenter l'aide financière à Kiev. L'Ukraine fait depuis 3 mois la preuve de sa capacité de frapper également en profondeur le territoire russe. Cette semaine, elle a mené une attaque aérienne de grande envergure sur la région de Moscou, touchant une raffinerie de pétrole. Et ce vendredi, les autorités russes ont fait état de nouvelles frappes sur la région de la capitale. Les jours de Keir Starmer au 10 Downing Street paraissent plus que jamais comptés. Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a été élu député en remportant la législative partielle de la circonscription de Makerfield dans le nord-ouest de l'Angleterre. Avec 54,8% des voix, cet ex-ministre sous Gordon Brown, surnommé le roi du Nord, a largement devancé Robert Kenyon, candidat de Reform UK de Nigel Farage. Le parti d'extrême droite subit ainsi un important revers, alors qu'il domine les sondages d'opinion depuis des mois. Une victoire qui place Andy Burnham en bonne position pour espérer ravir son poste au Premier ministre britannique, un scénario évoqué de plus en plus souvent dans les médias locaux. Depuis son arrivée au pouvoir, Keir Starmer est très impopulaire et doit faire face à des défaites électorales et à des affaires telles que la nomination de Peter Mandelson au poste d'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, alors que celui-ci était en contact avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Le système britannique permet aux partis au pouvoir de changer de dirigeant au cours de mandats sans qu'il soit nécessaire d'organiser des élections nationales. Mais jusqu'ici, Keir Starmer n'a montré aucun signe qu'il pourrait quitter volontairement le pouvoir. Chaque année, des millions de touristes venus du monde entier visitent Pompéi pour admirer ses fresques et ses ruines archéologiques. Mais rares sont ceux qui remarqueront les panneaux solaires installés sur le toit de cette ancienne villa des mystères romaine. Vediamo qui uno dei coppi delle tegole sul tetto sotto il quale stiamo e da qui sembra una tegola antica, da dietro vediamo che in realtà è un piccolo pannello fotovoltaico e quindi produce energia per illuminare questa villa che gran parte dell'energia necessaria proviene proprio dal tetto installato qui. Le site envisage d'étendre cette solution à d'autres zones du parc archéologique situées loin du réseau électrique. Au Portugal, la ville d'Evora a également adopté des technologies similaires pour atténuer l'impact visuel des panneaux solaires conventionnels. We have here these shingles installed in the rooftop of the City Hall in Évora, but they are not normal shingles. They are made of a semi-transparent epoxy material with solar cells embedded in the middle of it, which generates electricity for the self-consumption of this building. We have around this area around 20 kilowatt peak of PV shingles, as they call them, installed, and their objective is to blend into the landscape architecture of this building to protect the heritage area aspect of Évora. Depuis 1986, le centre historique d'Evora est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les tuiles photovoltaïques font partie des solutions grâce auxquelles le projet européen Positif aide la ville à concilier la préservation du patrimoine avec les défis de la durabilité. Évora é uma cidade património mundial da humanidade e, tal como a grande maioria das cidades históricas europeias, tem a obrigação de preservar o centro histórico, de preservar o património
No entanto, não pode ficar parada no tempo. Nós temos também que avançar no sentido de encontrar soluções que permitam às cidades históricas ir ao encontro daquilo que hoje em dia nós temos que resolver, que é o problema da descarbonização. Parmi les solutions développées pour y parvenir, celle mise au point par cette entreprise familiale basée dans le nord-est de l'Italie. Il coppo è un composto di resina che viene versato al primo strato, si prendono le celle fotovoltaiche che abbiamo già saldato in precedenza, le si mette dentro, successivamente si prende un altro strato che è un composto fatto con dei carichi, l'ultimo passaggio è abbassare lo stampo e togliere finalmente il prodotto finito, che è appunto un composto di resina con all'interno le celle che abbiamo visto prima. Ces solutions envoient un message encourageant au reste du monde. Credo che la lezione che Pompei dà è che se può funzionare qui, in questo luogo così delicato, così attenzionato, così fragile e grande, allora vuol dire che può funzionare ovunque. La ville d'Evora teste aussi des toitures vitrées avec panneaux photovoltaïques et auvents solaires dans les cours des écoles de son centre historique. Les autorités locales évaluent régulièrement ces technologies pour voir si d'autres villes européennes peuvent aussi les adopter.